mon bassin, et Isabelle de Maison et d'autres. Très courte introduction, mais je suis pas. Alors, on revient sur les micro-organismes. Jean-Marc a rappelé l'importance de ces micro-organismes sur le plan fonctionnel, et je dirais même sur le plan de prise en compte de la biodiversité, malgré tout, même si on est dans le fonctionnel. On sait que quand même le plus souvent, on a étudié les réseaux trophiques lacustres sous un angle un peu simplifié, qui peut aussi donner des informations très intéressantes, évidemment, mais avec plutôt une prise en compte de la voie verte, phytoplancton, zooplancton, poisson, et que ça c'est quand même assez imparfait si on veut vraiment comprendre le fonctionnement du réseau trophique. Et ça fait quand même pas mal de quelques décennies que les gens ont montré que si on intègre les ciliés, les microprédateurs, les bactéries, les gammes de taille plus précisément sur les algues, notamment le compartiment picoplanctonique, donc inférieur à 2 microns, qui est très peu, qui est mal décrit, pas toujours pris en compte dans les modèles, et ben on améliore la compréhension de ce fonctionnement. Voilà, et donc là je fais juste, avant de laisser la parole à Simon, je fais juste une petite overview, et peut-être c'est pas tout à fait complet, de ce qui a été fait dans la programmation récente du pôle éclat, où on s'est intéressé à réintroduire le rôle des micro-organismes dans ces réseaux trophiques et dans le fonctionnement du lac. Il y a eu un projet qui s'appelait Picomil sur une meilleure caractérisation de la fraction picoplanctonique, donc ce phytoplancton de petite taille, picocyanobactéries, pico-eucaryotes, qui est pourtant une ressource parfois prépondérante dans le fonctionnement de la zone pélagique pour le maillon supérieur. J'ai évoqué hier sur le projet ADNE ce qui a été fait en paléo-reconstitution, où là on a réintégré aussi ces micro-organismes dans la problématique biodiversité. Et les changements de biodiversité, c'est aussi ce qui est arrivé à ces micro-organismes. Donc là, il y a eu un travail plutôt sur les ciliés, qui sont des micro-prédateurs important au niveau pélagique et potentiellement benthique aussi. Et puis, ça a été évoqué juste avant, le rôle des communautés, la bactérienne, le archéenne dans le cycle du carbone. Et il y a eu des travaux sur la production, enfin les acteurs impliqués dans la production du méthane, par exemple. Et ce qu'on a choisi d'illustrer plus spécifiquement, c'est ce que va présenter Simon. Donc, je lui laisse la parole. C'est un travail qui est frais depuis 2 ans, 2023-2024. Bonjour, merci à tous, merci Lisa de l'introduction. Donc, comme l'a dit Lisa, je vais vous présenter le projet microtrophique. Donc, c'est un projet qui avait pour objectif tout d'abord d'améliorer l'identification et la prise en compte des microconsommateurs et notamment des ciliés dans le fonctionnement des réseaux trophiques pélagiques. Le deuxième objectif, c'était d'intégrer ces données qui concernent les microconsommateurs dans des modèles de réseaux trophiques quantitatifs, avec notamment la difficulté qui est liée à la quantification qui est issue des données par des approches moléculaires. Et ensuite, en utilisant les réseaux trophiques qu'on a reconstruits, on a souhaité étudier les variations saisonnières de la structure du réseau, des flux d'énergie et de la stabilité. Alors, les ciliés ont été échantillonnés de mai 2014 à décembre 2016, tous les mois ou tous les 2 mois. Et pour les échantillonner, en fait, on prélevait de l'eau dans la colonne d'eau de 0 à 50 mètres. Et puis, il y a une partie des échantillons qui était analysée par microscopie pour avoir une idée du biovolume total. Et puis, l'autre partie était analysée par des approches moléculaires, donc par du métabarcoding. Donc ça a fait l'objet du postdoc de Cécilia Barouillet en 2023, qui était basée au Cartel, et elle s'occupait de toute l'analyse bioinformatique, notamment avec les séquences issues de l'échantillonnage qu'elle a comparé avec des bibliothèques de référence pour obtenir une liste de taxons. Donc suite au postdoc de Cécilia, on a obtenu une liste taxonomique à haute résolution, avec 71 taxons de ciliés qui ont été identifiés. Sur ces 71 taxons, il y en avait 63% qui étaient identifiés à minimum au genre, et ça représentait plus de 90% du nombre de risques. Donc on a décidé de travailler à ce niveau taxonomique-là. Et donc à partir de cette liste taxonomique, on a
créé une table de traits fonctionnelle en spécifiant notamment pour chaque taxon sa taille corporelle et le mode de nutrition des organismes. Donc, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont herbivores stricts, est-ce qu'ils sont carnivores ou omnivores. Alors ensuite, pour réintégrer ces données dans des modèles de réseau trophique, on a souhaité le faire sur le réseau trophique planctonique du lac Léman. Donc on s'est basé sur les données issues du suivi du lac par l'Observatoire des lacs alpins, qui échantillonne le phytoplancton et le zooplancton tous les mois. Et puis comme les bactéries constituent une partie majeure du régime alimentaire des ciliés, on s'est basé sur la thèse de Sébastien Personic pour fixer des densités bactériennes entre avril et octobre et entre novembre et mars. Et en fait, dans cette thèse, il montre que les variations saisonnières de la densité bactérienne sont assez bien conservées d'une année à l'autre. Donc c'est pour ça qu'on s'est permis de fixer cette densité bactérienne pour notre modèle. Et à défaut d'avoir évidemment les données pour les dates qu'on souhaite. Donc le premier verrou auquel on a fait face, c'est d'avoir une estimation quantitative à partir des données ADNE. Donc pour ça, en fait, on s'est basé sur des études qui ont montré que la proportion du nombre de reads illustre assez bien la biomasse relative des espèces dans le milieu. Donc on a multiplié cette proportion relative du nombre de reads par la densité totale qu'on avait obtenue par microscopie pour avoir un proxy de la densité pour chaque genre de microconsommateur. Et donc ensuite, la deuxième difficulté, c'était d'inférer les liens trophiques qui sortent de ces microconsommateurs. Parce qu'on connaît assez peu leur régime alimentaire comparé aux organismes macroscopiques. Et donc on s'est basé sur le modèle de niche allométrique qui a été développé par Chloé Vagnon et qui est basé sur la taille du corps. Donc en fait, à chaque consommateur est attribué une taille corporelle. Et en fonction de cette taille corporelle, ça définit la plage de taille que le consommateur peut manger. Et on a affiné ce modèle de niche allométrique en fonction du type trophique qu'on avait renseigné dans la table de traits fonctionnels. Par exemple, s'ils sont carnivores, ils ne peuvent pas manger de producteurs primaires. Donc en faisant ça, on a réussi à reconstruire le réseau trophique planctonique du lac Léman, qu'on voit ici à titre illustratif, avec 114 genres planctoniques, donc des nœuds dans le réseau, et 2317 liens réalisés. Donc ensuite, on s'est servi de ce réseau trophique pour étudier les variations saisonnières dans la structure du réseau trophique, dans les flux d'énergie, dans la stabilité des réseaux trophiques. Donc pour cela, on a reconstruit le réseau trophique à 27 points temporels du réseau entre 2014 et 2016. Donc pour les dates auxquelles on avait toutes les données biologiques disponibles. Et puis pour chaque réseau, on a quantifié des métriques de structure de réseau, notamment la richesse spécifique, la connectance, qui est le nombre de liens réalisés sur le nombre de liens potentiels, et puis la complexité. La complexité, c'est le produit des deux métriques précédentes. Donc en fait, plus un réseau trophique a de nœuds, et plus il a de liens réalisés, plus le réseau trophique est complexe. Ensuite, on a quantifié la force des interactions trophiques en estimant les flux d'énergie, en utilisant le modèle FluxWeb qui a été développé par Benoît Gozens en 2019. Et on s'est particulièrement intéressé à la distribution des flux d'énergie, parce qu'en fait, il y a des études qui ont montré que si une distribution est dominée par des interactions faibles, ça a tendance à stabiliser les communautés, alors qu'à l'inverse, s'il y a beaucoup de forts flux dans la distribution, ça a tendance à déstabiliser le réseau trophique. Et donc du coup, on a quantifié également la stabilité en estimant deux métriques de stabilité qui représentent différentes dimensions. Donc on a quantifié la réactivité, qui est en fait le comportement à court terme après une perturbation du système. Est-ce que le système s'éloigne fortement de son équilibre ou pas? Et on a quantifié également la résilience, qui représente le comportement asymptotique du système. Donc est-ce qu'après une perturbation, le système revient à son équilibre ou pas?
Donc ici, je vous présente quelques résultats rapidement. On a en abscisse l'axe temporel, en ordonnée les métriques de réseau. En bleu, c'est l'hiver, en vert, c'est le printemps, là, en rouge, c'est l'été et là, c'est l'automne. Et donc on voit qu'on a une richesse spécifique plus élevée pour ces deux saisons, en été et en automne, et qui est liée à une complexité plus élevée. Et donc ce qu'on a montré également dans l'article, c'est que plus le réseau trophique est complexe, moins il y a de forts flux dans le réseau trophique, et moins il y a de forts flux dans le réseau trophique, plus on augmente la réactivité. Donc ça veut dire que le système est moins stable. Et en fait, ça, c'est un résultat qui est contraire aux attentes théoriques et aux autres études empiriques. On a du mal à expliquer pourquoi on observe ce patron. Mais peut-être que le fait qu'il y ait des variations saisonnières explique cela, parce que dans la plupart des autres études, les réseaux trophiques sont étudiés à un pas de temps donné et pas en fonction des saisons. Donc pour conclure, on a bien intégrer les micro-consommateurs dans les réseaux trophiques en utilisant leur taille corporelle. Et puis en étudiant les variations saisonnières, on montre que il y a un fort patron saisonnier dans la structure du réseau trophique qui influence la distribution d'énergie et au final influence également la stabilité du système. Donc ça veut dire que le réseau trophique peut être plus ou moins vulnérable aux pressions extérieures en fonction des saisons. Et puis, pour finir rapidement, nos résultats illustrent aussi que les ciliés sont responsables d'un fort flux d'énergie au sein des réseaux trophiques et que ça peut coupler les réseaux trophiques verts et les réseaux trophiques bruns. En fait, le réseau trophique vert, c'est le réseau trophique classique qui est basé sur la production primaire. Et le réseau trophique brun, c'est le réseau trophique qui est basé sur la décomposition de la matière organique. Et ces réseaux trophiques-là, dans les modèles de réseaux trophiques, ils sont couramment étudiés indépendamment, alors qu'on voit que prendre les micro-consommateurs en compte, ça permettrait d'étudier les réseaux trophiques de manière couplée. Voilà, on termine avec un super jeu de mots dont j'assume qu'à moitié la responsabilité.